Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Véro, bonjour les amis. C'est probablement le film phénomène de cette année, celui qu'on n'espérait plus et qui débarque dans nos salles ce jeudi dès minuit 1. Mourir peut attendre, No Time to Die, le 25e film de la saga James Bond et dernier long métrage avec Daniel Craig dans la peau de l'agent 007. Nous l'avons vu hier et bousculons un peu notre programmation cette semaine pour parler avec vous de cet ultime épisode d'une saga qui ne vieillit pas. Car si Mourir peut attendre, nous sommes impatients de partager avec vous et avec le bondologue Guillaume Evin notre impression sur le dernier opus des aventures du célèbre agent secret. Cette semaine, nous avons décidé de lui consacrer un podcast tout entier. Lui, c'est le célèbre agent secret James Bond. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé? Quand on vit assez longtemps. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Avant, on pouvait se retrouver dans une pièce avec nos ennemis. Aujourd'hui, ils flottent au gré de l'éther. Elle t'aime toujours. Tu ne le savais pas? Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte. Elle est des leurs. Je ne sais rien d'elle. Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. James Bond. Nous éradiquons des gens tous les deux pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. J'ai rencontré votre nouvelle 00. Une jeune femme vraiment désarmante. Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Absolument pas. Bond, où êtes-vous encore? Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. C'est quand vous voulez. Vous êtes en retard. Il était prévu pour mars 2020. On aura attendu de nombreuses semaines avant de découvrir sur nos écrans, mais c'est à présent chose faite. Mesdames et messieurs, James Bond, Mourir peut attendre, est à présent dans nos salles. Alors avant de te laisser la parole et d'entendre ton verdict, je te propose de recontextualiser le dernier film des aventures de James Bond, réalisé par Kari-Joji Fukunaga. Dans la traditionnelle scène pré-générique, nous nous retrouvons 5 ans en arrière, en Italie, dans un voyage aux apparences idylliques entre James et Madeleine, Léa Seydoux. Ce petit voyage tourne finalement en règlement de compte impromptu parce qu'il marquera à jamais le destin de ce jeune couple. Alors, souhaitant jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur et voulant faire la paix avec son passé, James Bond se voit quelque peu bousculé et malmené. 5 ans et un générique plus tard, nous voilà en Jamaïque. Jamaïque qui n'est pas sans nous rappeler un certain épisode avec Dr No. On se retrouve à côté de James, ancien 00 à la retraite, bien décidé à mener sa barque loin des missions spectaculaires qu'on lui connaît. Oui, mais c'est sans compter sur la petite visite du MI6, mais aussi de la CIA, qui va apparaître par l'entremise de son ami de toujours, Félix Leiter, 2 organismes qui lui font la demande d'aide insistante de sortir de sa retraite anticipée pour retrouver un scientifique ayant mis au point une arme biologique inquiétante. Le décor est planté, le film peut alors commencer. Oui, et comme tu l'évoquais d'ailleurs très justement, il y a beaucoup d'éléments propres à la saga qui apparaissent ou réapparaissent ici comme autant de références que les fans prendront plaisir à retrouver. Moi, j'ai été sensible à ça. On pourrait aussi reprocher peut-être, et là je me montre un peu plus critique, que finalement le réalisateur a voulu peut-être appuyer certains traits. Et en cela même, le fan n'avait pas besoin de tout cela. Bien sûr, on ne va pas dévoiler l'intrigue, ni les éléments du scénario, ce serait spoilé, mais ce James Bond risque peut-être de diviser, ou en tout cas de ne laisser personne indifférent, ça c'est certain. C'était déjà le cas à la sortie de la Vision, hier soir, il y avait quand même des acquis à la cause du dernier numéro et d'autres qui étaient un peu plus réticents sur le choix opéré. C'était vraiment marqué, très marqué. Je pense que c'est le premier film qui va diviser autant.
Et ce n'est un secret pour personne, on peut l'annoncer, c'est bien le dernier film avec Daniel Craig. Mhm. Puisqu'il a dit maintenant c'est fini, je lâche ce personnage, hein, je n'en veux plus. Donc c'est vrai qu'il a été payé un pont d'or pour faire ces dernières pirouettes. Alors qu'il avait signé à la base pour 4 James Bond. Hein. Voilà, tout à fait. En cela, c'est pas le plus long, on pourra en parler peut-être après. Hein. On a Roger Moore, hein, qui est le champion, je crois qu'il en a fait 7, et Sean Connery 6, et 7 avec le non-officiel, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se détache un peu du lot. Mais pour répondre à ta question, hein, parce que tu m'as demandé qu'est-ce que j'en avais pensé, en ce qui concerne cette dernière cuvée, je la mettrai pas au niveau d'un Skyfall, Non, ni un Casino Royale. Hein. ni un Casino Royale absolument, mais clairement au-dessus d'un Quantum of Solace. Et Spectre, hein, qui avait été largement décevant. Hein. Et Spectre m'avait déçu aussi, tout à fait. Et en fait, beaucoup de scènes sont belles et bien réalisées, mais moi, honnêtement, je dois t'avouer que certaines auraient pu durer un peu davantage pour imprimer davantage les noritines ou en tout cas marquer durablement les esprits. Il y a vraiment de bonnes idées, une fabuleuse mise en scène, mais parfois on a l'impression, et pourtant les films durent très longtemps, mais qu'on a voulu parfois que ça s'enchaîne, et dans des moments de tension extrême, bien réalisés, j'ai un goût de trop peu. J'aurais bien voulu que la caméra tourne encore quelques secondes en plus. Mais disons que j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre entre les scènes de nostalgie, qui sont, elles, pour le coup, beaucoup plus longues, et les scènes d'action qui sont un peu précipitées. Par moments, même presque illisibles. Je trouve qu'il y a des enchaînements un peu nerveux. J'ai trouvé qu'il y avait de belles inventivités au niveau de l'image et du son. Hein. Pour ça, franchement, au niveau de la réalisation, de la mise en scène, ça a été particulièrement bien fait. Mais par moments, je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup d'éléments qui venaient, là où d'autres temps ne blasaient pas, mais disons, prenaient trop le temps, justement, pour expliquer un peu le ressenti des personnages, cette espèce de rédemption, cette espèce d'envie d'aller vers autre chose. Ces scènes-là étaient plus longues, et les scènes d'action que d'autres apprécient, pour moi, étaient ou trop condensées ou illisibles par moments. Oui, la lisibilité de l'écran pêche. Alors attention, que nous, on l'a vu sur IMAX, on n'était pas très haut non plus dans les gradins, et donc c'est vrai qu'on a pris le spectacle carrément en plein visage. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai dû me dire, waouh, où est-ce qu'on est ici? Le personnage est là, okay, voilà ce qui se passe. J'ai dû un peu décoder des mouvements assez impétueux de la caméra. Et puis, mais tu as raison, il y a eu un beau travail par contre sur le son. Le son, parfois, ou le manque de son, ou le côté avec une déflagration, une explosion, bien comme si le personnage perdait momentanément, mais c'est pas un spoiler, hein, voilà, l'ouïe. Et ça, il y a un beau jeu sonore qui a été fait. Et aussi bien au niveau du son et des bruitages que de la bande originale du film, en fait, hein, qui reprend des gimmicks et des thèmes qu'on a entendus dans d'autres James Bond. Et en ça, c'est vrai qu'il y a énormément de Madeleine de Proust dans ce dernier numéro, c'est-à-dire que ceux qui connaissent plus ou moins bien l'univers de James Bond vont y retrouver toute une série de clins d'œil, hein, que ce soit par des personnages qui sont évoqués comme ça, de façon presque pas insidieuse, mais voilà, très survolée. Ça peut être par des petites notes, ça peut être par des modèles de voitures ou par des lieux, hein, qui sont utilisés. Donc il y a une espèce d'hommage, en fait. C'est une espèce de condensé de ces 25 ans, parce que c'est quand même un anniversaire, hein, c'est le 25e James Bond, c'est quand même énorme, finalement. C'est une saga qui a compté 25 films, qui a permis à 6 acteurs de prêter leur trait à ce James Bond qui s'est réinventé avec chacun des comédiens. En apportant chacun leur pierre à l'édifice. Hein. Alors que parfois même, on s'offusquait du choix qui avait été opéré. Hein. Daniel Craig, c'était pas gagné, parce qu'au final, on avait un acteur qui était totalement différent des autres James Bond, mais qui a réussi à créer son style et à marquer les esprits. Mais déjà, il était blond. Et il y a eu une campagne de cassage de l'acteur, mais c'est proprement prodigieux. On l'a reproché d'être blond. Moi, j'avais lu à l'époque, ça je me souviens très bien, avant la sortie de Casino Royale, ce mec ne sait pas conduire. Il ne sait pas conduire des manuels. C'est embêtant, il conduit des automatiques. Il ne sait pas se battre, il se serait cassé une dent. Enfin, j'ai lu ça. Et puis le film est sorti et ça a mis tout le monde d'accord. Ici aussi, hein, il s'est blessé. Hein, ça a été un des problèmes, hein, une des nombreuses raisons pour lesquelles le film a été aussi reporté. Il s'est blessé lors des premières scènes en Jamaïque. Donc c'est vrai que Daniel Craig est peut-être pas du Tom Cruise. Hein, ça, il faut pas s'en cacher, mais c'est pas du tout le même registre. Et je pense que ce qu'il fait, il le fait bien. Il a donné une épaisseur au personnage. Et j'ai trouvé que justement le fait que ce soit cyclique et très linéaire, ça a permis de s'attacher vraiment au personnage, de comprendre ses failles, de comprendre ses aspirations, de comprendre qui il était. Et pour une fois, c'est vrai que personnellement, ce n'est pas mon James Bond favori, c'est pas mon interprète favori, mais je trouve que Daniel Craig a réussi le challenge de nous faire aimer et grandir avec un personnage qui nous a quand même guidés pendant plus de 10 ans. Hein. Faut quand même reconnaître que Casino Royale, il est pas récent. Hein. Non, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, et ton interview va dans ce sens aussi,
c'est c'est un cycle. Daniel Craig apporte un cycle, et c'est un cycle en soi, contrairement peut-être à d'autres. Et on parlait tout à l'heure de la mise en scène, mais je pense qu'il est important quand même de donner un petit peu des codes, quelque part, un cadre à ce film. On a jusqu'ici des réalisateurs anglais qui se sont succédés, certains qui ont empilé, qui ont fait plusieurs films, d'autres un seul. Ici, le choix a été confié après Danny Boyle, qui aurait dû faire cet ultime James Bond avec Daniel Craig, à Kari Joji Fukunaga, qu'on connaît, nous, en tout cas, pour la première saison de True Detective, qui est une série qui est vraiment remarquable et qui est à voir, qui avait réussi à gagner plusieurs prix dans des festivals, notamment avec son film Sin Nombre, qui était sorti en 2009 et que je n'ai pas vu personnellement. Mais ça a été un défi pour ce jeune cinéaste de reprendre le flambeau d'autres réalisateurs emblématiques quand même, qui ont toujours adhéré un peu à ce cahier de charge, mais tout en donnant une espèce d'apport personnel à chaque fois. Et puis lui vient ici clôturer un cycle, celui qui a été fait par Daniel Craig, qui a été en tout cas porté par Daniel Craig, avec un fameux challenge. Moi, je pense qu'il a quand même pas mal réussi son coup. Maintenant, c'est clair que le film, pour moi, n'est pas parfait. Et l'un des grands défauts du film, pour moi, c'est son méchant. Alfred Hitchcock a toujours dit, pour qu'un film soit réussi, il lui faut un bon méchant. Oui. Autant on prend Skyfall et on trouve un Javier Bardem qui est excellentissime, autant on prend Casino Royale et Mads Mikkelsen transcende l'écran, autant ici, Rami Malek fait un très bon job, mais pour moi, est presque relayé au rang de figurant. Pour moi, c'est pas un méchant qui prend de l'ampleur dans l'histoire qui nous est contée. Il aurait mérité d'exister un peu plus longuement, on va dire. C'est ça. Et voilà, encore sans trop dévoiler, on ne peut pas, on est tenu, on est lié. Mais c'est vrai que c'est un méchant qui aurait mérité peut-être une plus grande épaisseur. Oui. Surtout qu'il y a une espèce d'histoire individuelle qui est contée sur chacun des personnages qu'on va croiser. Et il y a eu un souhait peut-être de développer ça et qui finalement est passé aux oubliettes et qui a été accéléré dans un dernier tiers dans lequel on fait confronter tous ces personnages et où les enjeux, finalement les motivations restent un peu obscurs. Oui, c'est ça. Et pour moi, personnellement, j'ai d'autres reproches à faire et je ne peux pas les faire ici à l'antenne, mais pour moi, une des erreurs de ce Mourir peut attendre, c'est le choix opéré ou sur le rôle du grand méchant ou sur la trame générale du récit. Et c'est dommage. Oui, mais moi ça m'a fait penser au James Bond d'antan en cela, c'est que le méchant ne... Comment expliquer ? Le méchant ne va peut-être pas expliquer le pourquoi du comment, pourquoi, quelles sont ses motivations. Et ici, il est allé très vite. Et c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'on a un goût de trop peu. On aimerait comprendre la psyché, la psychologie du personnage. À côté de ça, il y a toute une brochette de comédiens qui viennent s'ajouter. Et dans ceux que j'ai vraiment envie de saluer, c'est Anna de Armas, qui avait joué dans Knock Knock de Eli Roth, ouais. qui a un mini-rôle de rien du tout et qui, en fait, elle, au contraire, aurait pu en avoir un plus important. Elle illumine l'écran. Exactement. On retrouve Félix Leiter, qui est incarné par Jeffrey Wright. J'ai bien évidemment apprécié retrouver toute la clique qui est constituée par M, donc Ralph Fiennes qui reprend de nouveau son rôle. On retrouve Moni Penny, qui a toujours été finalement l'amoureuse secrète de James Bond, qui est ici incarnée par Naomi Harris. On retrouve Q, le très attachant Ben Whishaw. Donc finalement, ce qui est très agréable avec cet épisode-ci, c'est qu'il y a une sensation de retrouver une famille, de retrouver ce qu'on a aimé dans les James Bond, avec, je pense, un grand feu d'artifice au niveau de la mise en scène. Tout a été fait pour que la forme soit topissime. Pour moi, ce James Bond-là, il pêche clairement dans le fond. Oui, je te rejoins totalement. Oui, mais au final, donc, de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qui en ressort ? Est-ce que ce James Bond vaut la peine ? Écoute, je dirais qu'il en vaut la peine pour son casting, parce que là, pour le coup, je suis un petit peu moins... j'ai moins adhéré avec le personnage de Lashana Lynch, qui joue la nouvelle 007. Un peu exaspéré. Voilà, moi, j'ai pas adhéré à ce personnage-là. Pour moi, il est plus ou moins indispensable. Il est un petit peu le faire-valoir d'OSS 117, qui avait été incarné par Pierre Ninet. Tu vois, un peu le côté jeunisme. Tiens, je te renvoie à ton côté has-been. Comme on l'a déjà vu, en fait, dans le dernier film de Nicolas Bedos. J'ai cette sensation-là. Alors, c'est assez drôle, parce que Nicolas Bedos n'a pas pu voir le film ici, oui. Mourir peut attendre, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu la même mécanique de on met le jeunisme et la nouvelle génération, un peu féminine ou un petit peu plus moderne, face à un agent qui devrait prendre sa retraite. Et j'ai trouvé des similitudes entre les deux. Et même, en fait, elle cristallise à elle seule, finalement, les rumeurs, les bruits sur l'avenir de la saga. Finalement, elle incarne ce que d'aucuns
penserais être l'avenir de la saga. C'est ça. Alors, ce que je retiens, le personnage de Lashana Lynch, pour lequel moi, personnellement, j'ai pas adhéré plus que ça. Je retiens que le casting est topissime, qu'il y a de chouettes petites allusions à tout l'univers de James Bond, et ça, c'est franchement sympathique d'avoir ces espèces d'easter eggs qui sont un peu éparpillés partout. J'ai vraiment apprécié la mise en scène. Hein. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai trouvé qu'il y avait de belles choses qui avaient été proposées. Par contre, pour moi, il reste en deçà de ces deux grandes références du cycle Daniel Craig que sont Skyfall et Casino Royale, à cause du scénario et du méchant qui, pour moi, desservent le film. Voilà, moi, c'est les choix scénaristiques qui m'ont heurté, mais voilà, c'est pour ça que je ne suis pas aussi élogieux que je l'aurais voulu. Bon, ça reste un James Bond 3 étoiles. Ouais, ça reste pourtant dans la catégorie très très bon. Et d'ailleurs, si on parle de James Bond, quel est peut-être pas ton trio de tête, mais tes coups de cœur dans toute la saga James Bond? Bah écoute, moi j'ai envie d'en retenir un particulièrement, c'est plutôt GoldenEye. Parce qu'en fait, j'étais adolescente quand il est sorti, c'était Pierce Brosnan qui pour moi reste, à mon sens, le meilleur James Bond, mais sans doute parce que j'ai grandi avec celui-là et pour moi il incarne très bien James Bond. Donc, pour moi, j'ai envie de dire que mon entrée dans l'univers de James Bond et mon affection va particulièrement vers GoldenEye pour ces raisons-là, puis aussi parce qu'il y avait un jeu vidéo qui fonctionnait plutôt bien et auquel j'avais joué. Oui. Mais après, oui, clairement, Skyfall parce que et sa bande originale et le travail qui avait été réalisé, pour moi c'est la pépite James Bond dans les récents. Maintenant c'est vrai que je les ai pas tous vus, Dieu merci, parce que visiblement il y a quand même quelques nanars, tu m'en as quand même vendu quelques-uns comme ça, mais et Casino Royale, mais oui, ça aussi pour cette mise en place de tout ça, pour ce côté très sombre en fait, et j'ai davantage apprécié cela parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une espèce d'univers plus, voilà, comme j'ai dit, plus sombre, qui me plaisait davantage. Et toi, de ton côté? Moi, quant à moi, je suis en train de regarder tout le cycle. Donc, j'ai tout revu. Je suis en cours, vers la fin plutôt. J'arrive à Pierce, en fait. Et pour moi, c'est étrange, mais je ne suis pas cette génération-là. Mais Sean Connery, pour moi, a marqué mon enfance. Les coups de manchette, la manière de combattre, les gadgets, tout ça apparaissait dans des... On prend un Goldfinger, c'est magnifique. Encore maintenant, visuellement, j'ai le coffret, tu sais, l'intégrale en Blu-ray. L'image est somptueuse et vraiment, je prends toujours un grand plaisir à le voir. Autrement, j'ai un attachement très particulier pour... J'ai pas trop aimé la phase, pas toujours les Roger Moore, surtout vers la fin, Moonraker, etc. Bon, ben voilà, on passera. Mais Timothy Dalton, par exemple, ça c'est un James Bond qui a été sous-estimé, mal aimé. C'est le mal aimé, 2 films seulement. Et alors il casse les codes, il casse totalement ce qu'avait fait Roger Moore, et en fait il est entre la noirceur finalement d'un Daniel Craig, il s'en rapproche un peu, mais c'était trop tôt. Je pense que le public ne voulait pas tout de suite d'un héros sombre, comme finalement les Daniel Craig. Et on n'a pas parlé de la bande originale, mais dans les bandes originales, il y a aussi certaines qui se sont démarquées plus que d'autres. Alors moi, j'ai pas été particulièrement touchée par la dernière, mais dans mes 2 coups de cœur musicaux, alors tu vas me dire, on revient à GoldenEye, mais pour moi, le GoldenEye, Tina Turner, c'est juste pour moi la meilleure bande originale, le meilleur thème des James Bond, et je mets quand même derrière Adele avec Skyfall. Donc c'est rigolo, parce que autant dans les films que dans les bandes originales, je me rends compte que c'est vraiment ces films-là qui m'ont le plus marqué. Moi, l'adolescent que je fus, te dirais The World Is Not Enough. Garbage, moi j'avais adoré. Alors Live and Let Die, Live and Let Die, parce que quand même c'est quand même un générique fantastique. Donc voilà, et c'est vrai, Adele, très bien. Mais tu parlais de Daniel Craig, et effectivement les derniers, Skyfall est peut-être mon préféré a fortiori, parce que la psychologie des personnages. Et alors c'est vrai qu'avec Daniel Craig, on a à la fois un James Bond qui est élégant, qui est terriblement charismatique, qui est fort, vraiment on sent la puissance émanée du personnage, et en même temps il a une belle sensibilité. Tu parles de Casino Royale, cette scène de la douche où il s'assied à côté d'Eva Green, c'est juste fantastique. Et là, magnifique James Bond girl. On comprend qu'il a su réinventer un style qui était déjà vachement établi depuis pas mal d'acteurs avant lui. Voilà. Et d'ailleurs, si nous avons eu la chance de voir le film en projection presse hier en IMAX, nous en parlions, nous ne sommes pas les seuls à nous être régalés devant notre grand écran de ciné. Guillaume Evin, spécialiste français de James Bond, lui a consacré d'ailleurs de nouveaux ouvrages,
et était aussi lui de la partie. Oui, mais je te propose d'ailleurs de le contacter pour évoquer ce Mourir peut attendre et quelques-unes de ses récentes publications, parce qu'après tout, c'est le spécialiste de James Bond. Donc, Guillaume et Evin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce dernier film consacré à James Bond, mais aussi à l'univers étendu de ce personnage ô combien mythologique, maintenant on peut dire emblématique aussi. Vous êtes un journaliste en fait qui écrit de nombreux ouvrages, tant consacrés à James Bond qu'à d'autres thématiques. J'ai lu par exemple que vous avez consacré des ouvrages à Alain Delon, à Brigitte Bardot, des ouvrages sur le foot aussi. Vous avez consacré des livres à Romy Schneider, à Belmondo. Donc on peut dire que finalement vous avez un large panel de sujets. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de votre travail? Large spectre, sans faire de mauvais jeu de mots avec James Bond. Oui, je m'intéresse à beaucoup de sujets, effectivement avec une dominante cinéma, mais également à des sujets politiques ou sociétaux. Donc, voilà, en fait, je m'attelle à des sujets qui m'intéressent. Et finalement, je mène de longues enquêtes à la manière d'un journaliste de presse écrite, sauf que mes papiers vont faire 200 000 ou 300 000 signes, et ça va se transformer en livre. Mais voilà, c'est le même travail. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de James Bond. J'imagine qu'il y a eu forcément une rencontre un jour avec un personnage, un film de James Bond. C'est lequel qui vous a quelque part déclenché cette... En fait, j'ai découvert les Bonds étant adolescent, donc j'ai tout de suite accroché, mais justement, en étant journaliste, j'ai voulu en fait passer de l'autre côté du miroir, comprendre comment était fait un Bond film, quels étaient les ingrédients du succès. Et donc, mon premier livre consacré à 007 a été Goldmaker, paru chez Fayard en 2002, il y a 20 ans quasiment. Et j'ai montré que les Bonds avaient été gérés comme une marque forte, comme une marque de luxe, à la manière d'un Dior ou d'un Chanel, avec tous les codes correspondants. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert tout cet univers et j'ai voulu en savoir plus et j'ai exploré d'autres facettes de l'univers bondien. Un univers qui est très large, finalement, qui contient énormément de films, énormément d'acteurs. Il y en a un en particulier qui vous touche plus. Il y a votre James Bond de référence? Alors, vous voulez dire l'interprète ou le film? Oui, dans les interprètes. Il faut distinguer. Alors, l'interprète, c'est vrai que j'ai un faible pour Sean Connery, parce que c'est le premier, celui qui a vraiment fondé le rôle. Il a été James Bond plus qu'il n'a joué James Bond, donc ça, c'est intéressant, parce qu'il a vraiment posé les fondations. Et puis, j'aime beaucoup aussi Daniel Craig, pour sa puissance et son magnétisme en tant qu'acteur, et également ce qu'il a apporté au personnage, même si je trouve, peut-être qu'on va en parler, que la fin de son cycle avec Mourir peut attendre n'est peut-être pas à la hauteur des espérances entrevues, mais voilà, disons que ce sont mes deux acteurs de Bond préférés, mais il faut savoir que les 4 autres, ont tous apporté quelque chose à l'édifice. C'est-à-dire que chaque interprète a nourri le personnage de son propre tempérament, de son style, et a aimanté d'une certaine mesure le personnage. Voilà. Ce qui n'était pas le cas en fait dans les romans. Dans les romans, le personnage est beaucoup plus travaillé, mais reste forcément cohérent, linéaire. Là, du fait du changement d'interprète, on a pu constater des évolutions, mais qui finalement ont correspondu aussi à l'époque. Et les gens s'y sont retrouvés. C'est vrai. Alors, en tant que bondologue, c'est comme ça qu'on vous appelle, un grand spécialiste de James Bond, on peut dire qu'il y a des mécaniques qui sont toujours mises en place dans ces films. Il y a plein de choses qui nourrissent l'univers de James Bond, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique finalement le succès au fur et à mesure de ces films? Qu'est-ce qui fait que James Bond, encore aujourd'hui, séduit les foules? Alors, je pense que ça tient à 2 choses. La première, c'est que il est un élément culturel patrimonial. Il s'inscrit dans notre culture pop. L'histoire dure depuis près de 60 ans et n'est pas près de s'arrêter, surtout depuis que la MGM a été rachetée par Amazon. C'est-à-dire que donc, le Bond est un des rares mythes contemporains. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a un effet générationnel. C'est-à-dire qu'on a grandi, on a vieilli avec Bond. C'est souvent une histoire de transmission dans les familles, c'est-à-dire qu'un père a un fils, un frère a un autre, un cousin, père-fille, enfin bref,
on regarde les Bonds et finalement, on traverse les années avec ce personnage récurrent qui, d'une certaine mesure, est assez rassurant. Et pour moi, j'appelle ça un effet doudou. Et donc, on retrouve Bond comme un vieil ami et avec l'esprit série. Et c'est donc l'esprit série importé au cinéma. Et comme la série est devenue en plus le genre dominant depuis une dizaine d'années, eh bien, en fait, tout le monde se retrouve dans James Bond. Ce qui est assez particulier, c'est que James Bond a été finalement découpé en plusieurs cycles, hein, donc, que ce soit par les interprètes, mais aussi par les histoires. On recommence parfois les cycles à zéro. Enfin, je pense par exemple au dernier cycle ici, hein, qui se termine avec Daniel Craig et Mourir peut attendre. Alors, c'est un film que vous avez vu hein, vous-même hier lors de la projection. Alors, sans trop en dire, parce qu'on a envie forcément de partager énormément de choses concernant l'intrigue et on est tenu, c'est vrai, de ne pas divulgacher, comme on dit, la surprise aux fans. Quel a été votre ressenti à vous de ce film, Mourir peut attendre? C'est complexe, c'est mitigé. C'est-à-dire que les attentes étaient énormes. Je l'ai tellement attendu que j'escomptais un Bond du niveau de Casino Royale, qui pour moi reste le meilleur Daniel Craig. Et en fait, sans gâcher, hein, pour ne pas vraiment divulguer d'éléments d'intrigue, ce que je pense, c'est que c'est un Bond qui va séduire davantage, entre guillemets, le grand public que les bondophiles. C'est-à-dire qu'il est plus calibré pour toucher un nouveau public ou alors un public qui s'est arrimé depuis Skyfall, c'est-à-dire un public qui est avant tout attiré par, on va dire, l'impact du blockbuster, enfin l'emballage cadeau, donc un gros film d'action, mais avec un certain travail sur les personnages, que ce soit la noirceur, profondeur des sentiments et autres, plus que finalement les bondophiles qui sont un petit peu déroutés car on a peut-être perdu les fondamentaux du genre. Voilà. Donc c'est ce tiraillement entre, vous voyez, renouveler sans trahir. Donc d'une certaine mesure, on oublie un peu les fidèles, les fans, et en fait, on s'adresse avant tout à un autre public qui a été conquis par des Bonds, entre guillemets, plus matures, dits adultes, depuis Skyfall. Et pour autant, certains qui ne connaîtraient peut-être pas l'univers complètement passeraient à côté d'énormément de clins d'œil. Il y a des petites Madeleines de Proust, il y a plein d'allusions, hein, il y a plein de petites choses qui... Alors, non, mais bien sûr, il y a des, effectivement, il y a des gourmandises visuelles ou sonores qui rappellent effectivement quantité de films. Par exemple, la bande originale évoque celle de John Barry pour Au service secret de Sa Majesté. De même, il y a des petites phrases ici ou là qui rappellent ce même film. On a aussi le clin d'œil visuel avec la Jamaïque, qui est vraiment un tropisme récurrent, puisque Dr No a été tourné là-bas, Vivre et laisser mourir aussi, c'est là où Ian Fleming écrivait ses romans. Bon. Donc voilà, il y a tous ces éléments qu'on peut piocher ici ou là, mais l'ensemble du film, la tonalité, si vous voulez, est vraiment en décalage en fait avec les canons bondiens. Et en fait, c'est là où on voit qu'on clôture un cycle amorcé par Daniel Craig. Donc finalement, c'est plus une sortie grandiose et émouvante pour l'interprète, alors que le personnage a peut-être été un peu sacrifié. Voilà. Pour essayer de résumer. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait été chercher un jeune cinéaste américain, ça a une influence sur cet épisode-là? Alors, je pense que c'est bien de s'être ouvert à un cinéaste américain pour la première fois. Donc, on sort du précaré anglo-saxon. Est-ce une volonté, après, d'insuffler un petit peu plus de nouveautés, à la fois dans le ton, dans la mise en scène, pourquoi pas. Mais encore sur cet épisode, je pense que ça ne s'est pas senti tant que cela parce que d'abord Daniel Craig est devenu très très puissant et donc il était coproducteur depuis 2 films. Donc c'est vraiment lui qui est à la baguette, c'est le relais en fait des producteurs. C'est lui qui était allé chercher Sam Mendes pour Skyfall et puis qui enchaîne avec Spectre. Et là après le désistement, l'éviction de Danny Boyle, eh bien, en catastrophe, ils se sont tournés vers un réalisateur. Ils ont opté pour Fukunaga, mais bon,
c'était pas un choix artistique premier. Bon, donc je ne suis pas sûr que la nationalité soit prépondérante. Elle est intéressante, mais elle n'est pas primordiale pour ce film. Cette petite analyse, vous la faites notamment dans un de vos ouvrages dont on va parler, parce que vous avez consacré énormément de livres à l'univers de James Bond. Et je pense notamment à celui qui s'intitule Bond, la légende en 25 films, qui est sorti ici au début du mois de septembre et qui est... Enfin, moi, j'ai énormément appris en fait, dans ce livre. Bien sûr, on connaît l'univers de James Bond, mais ce qui est particulièrement agréable dans ce livre-ci, c'est que vous nous offrez une lecture des films, mais avec une multitude d'anecdotes, de petites choses qu'on connaît peut-être moins. Vous remettez dans des contextes, vous faites des liens, et il y a un côté très, très ludique et pédagogique en fait à cet ouvrage. Et ça permet vraiment de reparcourir ces 25 films qu'on a tous plus ou moins vus, mais avec un regard neuf et très pédagogique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la conception de cet ouvrage aussi? Difficile. Oui, mais c'est ça, vous l'avez bien dit. J'ai voulu raconter la saga film par film. Donc, l'idée, c'est de prendre le lecteur par la main. On commence avec Dr No et je raconte les circonstances du lancement de cette série avec toutes les péripéties qui ont découlé. Et puis, et ainsi de suite. Et donc, après, on déroule en fait tout le film. Donc, on prend les 25 Bonds. Et j'essaie de raconter cette histoire. Donc, finalement, c'est une sorte de radioscopie de la plus longue et lucrative saga du cinéma, donc qui est découpée en chapitres, comme autant de films. Oui, et on a même l'impression que c'est un peu une particularité de la maison d'édition Hugo et compagnie, ce souhait de vraiment, j'ai envie de dire presque vulgariser en fait un sujet, c'est-à-dire on a parfois tendance à aller dans une biographie qui est très linéaire, qui est très copieuse, qui est très lourde. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une maison d'édition qui prend vraiment le plaisir à offrir des petits ouvrages qui permettent une porte d'entrée qu'on a envie d'aller approfondir derrière. Oui, c'est ça. Et moi, je l'ai conçu comme ça. C'était pas du tout, c'était pas un bouquin à vocation universitaire. Il ne s'agissait pas de faire une thèse. Ce n'était pas ça. Non, c'est simplement essayer de décrypter la saga, finalement raconter pourquoi elle a eu tant de succès et ce qui fait son charme, et concrètement de rentrer film par film, parce que finalement, c'est le moyen le plus simple pour emmener le lecteur. Ça offre un point de repère commode. Tout le monde a en tête certains films ou des dates ou des interprètes. Donc, c'est une manière aussi de fixer les choses comme ça, en scandant le temps qui s'égrène. Et on peut voir, je l'ai regroupé par séquence, comme vous avez pu voir. Donc, puisque au début de chaque séquence, on a donc un costume qui va différencier l'interprète. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a l'air donc Sean Connery, puis Moore, etc. Et on a plein de petits, j'ai envie de dire, de détails croustillants, d'anecdotes. Par exemple, Sean Connery, ce n'était pas un choix évident. Il y a eu d'autres candidats potentiels. Ça aurait pu être David Niven, par exemple, vous l'évoquez. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent nous surprendre et qui nous donnent vraiment envie d'avaler les pages. J'essaye d'émailler le récit, justement, d'anecdotes, d'infos un peu décalées, plus ou moins connues par les spécialistes ou pas, où le grand public peut-être apprendra plein de choses. C'est l'objectif. Voilà, donc avoir plusieurs niveaux de lecture, donc à la fois l'aspect récit où je raconte, et puis en parallèle aussi des infos complémentaires qui viennent agrémenter la lecture. Des films qui se sont toujours inspirés de l'univers de Ian Fleming, mais qui ont quand même malgré tout pris de grosses libertés, puisque Ian Fleming n'en a pas écrit tant que ça, des James Bond par rapport au nombre de films qu'il y a eu par la suite. Il a écrit 12 romans et 2 recueils de nouvelles. Cela fait bien longtemps maintenant que tous les ouvrages ont été épuisés. Subsistent ça et là des reprises d'un titre, par exemple, ça va être Quantum of Solace, par exemple, on n'a gardé que le titre d'une des nouvelles, ou bien une scène qui rappelle celle d'un roman. Donc voilà, les Bonds du cinéma se sont affranchis depuis longtemps de la trame littéraire, et c'est très bien ainsi, et c'est pour cela aussi que la saga a perduré. Et vous avez d'ailleurs consacré un ouvrage à Ian Fleming. Alors, j'ai consacré un autre ouvrage qui est paru il y a quelques jours aux éditions de l'Archipel, c'est Il était une fois James Bond, où je m'intéresse au Bond littéraire. Finalement, le Bond conçu par Fleming dans les années 50-60, revenir un petit peu aux sources, où l'on voit que le personnage du roman est beaucoup plus sombre, tourmenté, vulnérable, mais beaucoup moins
agréable, enfin, si je puis dire, que celui du cinéma. Donc voilà, c'est un être beaucoup plus dur et froid. Mhm. Voilà. Et donc j'ai voulu essayer de brosser ce portrait. Dans les autres ouvrages, moi, il y en a un que j'avais particulièrement apprécié de par sa présentation et par sa façon d'aborder les choses, c'était Bon baiser du monde. Alors, une sorte d'atlas qui était paru chez Dunod et qui, là, pour le coup, nous permet de reparcourir les films, mais à travers les différents lieux qui ont été fréquentés par les équipes de films et par les films, d'ailleurs. C'est ça. Alors, Bon baiser du monde, ça se conçoit comme ça, format italien, donc avec des cartes. Donc, c'est un véritable atlas de 007 où, finalement, on parcourt le monde sur ses traces. Et là aussi, découpage film par film. Et dans chaque film, en fait, avec mon compère Laurent Perriot, nous sommes partis des lieux. Et donc, nous racontons pourquoi tel lieu figure un autre. Et donc, à chaque fois, pour chaque film, on essaye finalement d'offrir une carte de ce déplacement sans jet lag, voilà, à lire tranquillement dans son canapé. Où l'on voit, ça c'est la magie du cinéma, que on peut tourner en Espagne alors qu'en fait l'action est censée se passer dans le Caucase. Bon, et voilà, donc c'est finalement une autre approche, c'est via les lieux de tournage. Il y a une autre approche beaucoup plus ludique pour le coup, vous avez aussi consacré un livre aux répliques cultes des films. Exactement, les répliques cultes de la saga Bond aux éditions Casa, qui sortira le 8 octobre. Là, c'est un petit livre, pas très épais, de 40 répliques. C'est une anthologie des 40 plus belles répliques des James Bond. Et là aussi, avec Laurent Perriot, nous avons analysé chaque réplique, essayé de comprendre comment elle a été conçue, dans quel esprit, et puis, en tirant le fil, de raconter une anecdote correspondant à celle-ci ou un aspect du film un peu méconnu. Ouais, en tout cas, ce sont chaque fois des ouvrages qui nous donnent vraiment envie de reparcourir les films parce qu'on a chaque fois un petit élément neuf qui nous vient et on a envie juste de revoir le film avec votre lecture et avec votre regard. Et je suis vraiment curieuse de découvrir vos autres ouvrages et les proposer en chronique sur notre site. Alors, j'ai envie de vous poser une question que j'avais posée à l'époque à Pierce Brosnan quand il était venu au Festival de Deauville. Je lui avais demandé, voilà, on se doute, on a parfois ces rumeurs que James Bond va changer, qu'on va peut-être rentrer dans un nouveau cycle James Bond. Mais vous, avec le regard que vous avez de toute cette saga et de tout ce qui a déjà été fait, est-ce que vous pensez un jour que Barbara Broccoli et son acolyte vont oser casser les codes et offrir un nouveau James Bond au monde? Et déjà, je trouve qu'ils les ont peut-être trop cassés là, dans le dernier épisode. Là, je pense, si vous voulez, que justement, on pouvait casser les codes sans casser le jouet. Bon. Mais là aussi, il ne faut pas peut-être en dire trop. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ils sont allés assez loin, même peut-être trop loin sur le plan scénaristique. Après, c'est sûr que comme on est dans une époque dominée par les séries, là, Craig a vraiment formé un cycle cohérent. Et ça ne s'était jamais vu. On n'avait jamais eu ça avec aucun des autres acteurs. C'était ce qu'on appelle des stand-alone, c'est-à-dire c'était des one-shots, c'est-à-dire un film, une mission. Bon, là, clairement, il y a eu un arc narratif qui a été ouvert avec Casino Royale et qui s'est refermé avec Mourir peut attendre, donc 5 films qui dessinent une architecture plus ou moins complexe, avec des personnages plus ou moins fouillés, parfois des fausses pistes. Bon. Et là, maintenant, avec la nouvelle ère qui s'ouvre, donc un Bond sous tutelle Amazon, donc avec des moyens a priori illimités, on aura autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que Amazon ait conforté Ion, la société de production, dans ses choix artistiques. Donc, elle laisse la mainmise sur le produit, elle se concentre, elle, sur la commercialisation et voilà, sur les moyens. Donc, très bien. Si Ion donc, va ouvrir une nouvelle page, et on peut espérer effectivement qu'on reparte. Alors, il y a deux cas de figure. Soit on repart sur un nouveau cycle façon Craig, donc on repart sur une séquence de 3 ou 4 films, ou bien formule stand-alone, c'est-à-dire des films, un film, une mission, à raison de un film tous les 2 ou 3 ans. Voilà.
De toute façon, comme vous l'évoquez, dans Bond, la légende en 25 films, tant que cette phrase James Bond reviendra clôturera les films, les génériques, on peut quand même espérer qu'il y reviendra. Exactement. C'est pour ça que tout le monde guettait hier le James Bond Re-Return. Donc ça, c'est le gage comment dire, de sécurité. C'est la réassurance que tout le monde attend. Mais encore une fois, c'est une période de transition. Donc les périodes de transition sont toujours délicates, mais jusqu'à présent, elles ont été bien gérées. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En 2022 sera connu un nouveau Bond, et puis on repartira sur un nouveau cycle. En tout cas, Guillaume Evin, tout grand merci d'être passé par chez nous. Et c'est avec grand plaisir que je repartagerai les chroniques de vos livres et que je reviendrai dans vos futurs projets à venir. Merci à vous. Merci beaucoup. Une bonne journée. Tu viens d'évoquer avec Guillaume Evin la question que tu avais posée d'ailleurs à Pierce Brosnan dans le cadre du Festival américain de Deauville. Et donc cette fameuse question, c'était mais comment imaginait-il le futur James Bond ? Et moi je te propose d'écouter un petit extrait de sa réponse. Bonjour, je m'appelle Véronique. Bonjour. Il est clair que vous êtes le meilleur James Bond que le cinéma n'ait jamais connu. She says you're the best James Bond the cinema's ever seen. That's good, it's a good start. C'est un bon début. Thank you. Merci. On sait qu'il y a de nombreuses questions sur le successeur du futur James Bond. Quel est votre avis à vous sur la personnalité qui pourrait incarner cet espion ? Est-ce qu'il pourrait être d'un autre genre ? Est-ce que ça pourrait être une femme ? Est-ce que ça pourrait être une personnalité afro-américaine, enfin afro-britannique ? Voilà. Quel est votre ressenti par rapport à cette polémique de changement ? Okay, her question is a little bit about the controversy of who should be the next Bond, the successor, and your thoughts on if it could be a woman, if it could be someone of a different ethnicity, if it could be an African American, someone like Idris Elba. I mean, what do you think? I think I'm very open to a lady James Bond, should they wish to do that, but I don't think the family, I don't think the Broccolis will let that happen. And the family of the Broccolis, Barbara and Michael, the sons, this is it's a unique family. No one has what they have. No one in Hollywood has what they have. They have complete ownership of the character, so I don't think it's going to happen because the lineage of the history of the family and James Bond. But there will come a time, I'm sure. And there are many female James Bonds out there already. I mean, Charlize Theron, amazing, beautiful, powerful. And for it to be a black man someday, then yes, I think it would be fantastic. Idris is a magnificent actor. Colin Salmon, who I worked together with on many films, fantastic actor for James Bond. Voilà. Donc Pierce nous dit oui, il est complètement ouvert à voir une femme James Bond, mais il ne pense pas que la famille Broccoli, ils vont laisser, en fait, ils vont donner le droit que ça se passe. Parce que Barbara Broccoli, Michael, leur fils, ils ont vraiment une position unique à Hollywood, à savoir qu'ils ont vraiment le mot final complètement sur ce personnage et sur cette franchise de James Bond. Et il dit qu'il y a tellement toute une histoire derrière James Bond. C'est un homme, il pense pour eux, pour cette famille, donc il ne pense pas qu'il y aura une femme James Bond. Par contre, il dit qu'il trouve que ça va être super d'avoir une femme James Bond. Il y a déjà pas mal d'actrices qui sont un peu de ce style déjà. Il citait Charlize Theron, entre autres. Et quant à un homme noir, éventuellement, il dit qu'il adore Idris Elba. Il pense qu'il sera fantastique. Ou sinon Colin Salmon, avec qui il avait travaillé aussi. Un beau souvenir, en tout cas. Et pour ma part, j'ai vraiment hâte de me plonger dans tous les ouvrages que tu as évoqués avec Guillaume Evin. Et je te conseille également de faire un petit tour sur notre chaîne YouTube, car il y a un peu moins d'un an de cela, je vous présentais déjà quelques ouvrages consacrés à 007, des livres qui sont toujours disponibles à la vente et que je vous proposais de glisser sous le sapin. Et concernant donc les autres sorties de la semaine, nous ne les esquivons bien évidemment pas, mais nous leur avons simplement consacré des petites chroniques qui sont disponibles sur notre site internet écranetoile.com et sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Tout à fait. Et concernant notre podcast hebdomadaire de la semaine prochaine, là aussi nous changerons quelque peu la thématique car nous serons dès vendredi en couverture du Festival international du film francophone de Namur et nous lui consacrerons un numéro spécial. Voilà, enfin pour clôturer, tradition oblige, nous vous rappelons que tous les autres numéros se trouvent sur différentes plateformes audio et que nous vous y retrouverons d'ailleurs avec plaisir dans quelques jours pour notre émission mensuelle Les Curiosités Cinéphiles. Mais en attendant, place au générique d'Éric Renouard. Belle soirée à toutes et tous et à très bientôt. À bientôt.